le 4 novembre 1944 à 17h31. Le commandant d'escadron Brans Burbridge monta dans son chasseur de nuit Mosquito à la base RAF Swannington alors que les émissions radar allemandes s'allumaient sur l'écran de son navigateur à travers l'Europe occupée. Âgé de 23 ans, l'ancien objecteur de conscience avait volé sur 47 missions de combat en 8 mois. Le Bomber Command avait perdu 217 bombardiers lourds face aux chasseurs de nuit allemands pour le seul mois d'octobre. Le Flight Lieutenant Bill Skelton s'installa dans le siège du navigateur à côté de lui. L'opérateur radar ajusta son détecteur Serat, un radar AI Mark IV converti. Il captait les transmissions des systèmes allemands Liechtenstein à des portées allant jusqu'à 130 km. Mais ce soir, l'appareil montrait quelque chose de différent. De multiples contacts, plus que Skelton n'en avait vu depuis des semaines. Le problème s'était aggravé depuis septembre. Les chasseurs de nuit allemands se fondaient dans les flux de bombardiers de la RAF sans être détectés. Ils se positionnaient sous les Lancaster et Halifax, en utilisant des canons tirant vers le haut appelés Schrägmusik. Les équipages de bombardiers ne voyaient jamais ce qui les tuait. Durant la bataille de Berlin, le Bomber Command perdit 574 avions. La plupart tombèrent face aux chasseurs de nuit. Les équipes au sol à Swannington connaissaient les statistiques. Chaque nuit, ils regardaient les mosquitos décoller. Certains ne revenaient pas. Le 100e groupe s'était formé spécifiquement pour contrer cette menace. 7 escadrons de chasseurs de nuit mosquitos équipés de détecteurs électroniques. Leur mission était simple, chasser les chasseurs. Trouver les chasseurs de nuit allemands en utilisant leurs propres émissions radar. Les abattre avant qu'ils n'atteignent les flux de bombardiers. Depuis décembre 1943, le groupe revendiquait 257 avions allemands détruits. Mais le coût était élevé. 70 mosquitos perdus. Burbridge démarra les moteurs Merlin. La structure en bois vibra à mesure que la puissance augmentait. Il avait rejoint le 85e escadron en juillet 1943 après un an comme instructeur. Sa première tournée produisit une victoire probable, un avion endommagé. Puis il rencontra Skelton. Tout changea. L'habileté du navigateur avec le système Serat leur donna un avantage. Ils ouvrirent leur tableau de chasse en février avec un Messerschmitt 410 au-dessus de la Manche. En avril, Burbridge avait 5 victoires. En octobre, 14. Ce soir, ils effectuaient une patrouille d'intrusion à haute altitude au sud-est de Cologne. Le briefing avait été clair. Le Bomber Command frappait Bochum. Les chasseurs de nuit allemands décolleraient de base à travers le Ruhr, Bonn-Engelach, Gütersloh, Cologne-Wann. Quand ils le feraient, les mosquitos les attendraient. Le Mosquito décolla à 17h31. Ils traversèrent la côte anglaise à 550 mètres, descendirent pour éviter les radars côtiers, puis montèrent à 4500 mètres au-dessus de la Belgique. Skelton surveillait ses écrans. L'AI Mark X donnait une couverture vers l'avant jusqu'à 13 km. Le détecteur Serat balayait les radars ennemis à l'avant. Quelque part dans l'obscurité au-dessus de l'Allemagne, des chasseurs de nuit allemands décollaient. Des pilotes, ayant survécu à des dizaines de missions, des hommes avec 10, 20, 30 victoires. Ils avaient l'avantage de l'altitude. Ils avaient le nombre. Ils avaient l'expérience de la chasse aux bombardiers. Mais ce soir, pour la première fois, ils étaient la proie. À 19h04, ils étaient au-dessus du territoire allemand. L'écran Serat de Skelton montrait un contact à 6,5 km, traversant de tribord à bâbord. Burbridge se plaça derrière lui. Le détecteur fonctionnait en recevant les émissions des radars allemands Liechtenstein. Quand les chasseurs de nuit de la Luftwaffe cherchèrent des bombardiers, ils émettaient sur des fréquences entre 490 et 600 MHz. Le Serat captait ces transmissions, donnait la direction, pas la distance. Skelton devait estimer la distance en observant la force du signal. À mesure qu'il se rapprochait, il appelait les ajustements. À gauche de 2 degrés, stable, contact qui se renforce. À 450 mètres, Burbridge eut une visuelle. Une silhouette sombre contre un ciel plus sombre. Des jumelles de nuit confirmèrent. Un Junkers 88. Le chasseur bimoteur transportait un équipage de 3 hommes. Pilote, opérateur radar, mitrailleur arrière.
Il montait 4 canons de 20 mm et 3 mitrailleuses. Des canons Schrage Music tirant vers le haut installés sur certaines variantes. L'avion allemand chassait. Son radar Liechtenstein SN2 balayait le ciel devant, cherchant des échos de bombardiers. L'équipage n'avait aucune idée qu'un Mosquito était sur leur queue. Leur radar regardait devant, pas derrière. La Luftwaffe avait appris l'existence du Serrat en septembre 1943, quand le 141e escadron commença ses opérations. Le haut commandement allemand émit des avertissements, ordonna aux chasseurs de nuit de limiter l'utilisation du radar. Mais avec les flux de bombardiers remplissant le ciel, ils n'avaient pas le choix. Sans radar, ils étaient aveugles. Burbridge se rapprocha à 300 mètres. Le Junkers maintenait un cap stable, volant vers l'ouest, cherchant toujours inconscient. Il arma les 4 canons hispano montés dans le ventre du Mosquito. Chaque canon contenait 175 obus, 700 au total. Mais la discipline des munitions importait. Des rafales longues, des tirs gaspillés attiraient l'attention. Des rafales courtes et précises, c'était la doctrine. À 250 mètres, le Junkers commença un virage en douceur. Skelton ajusta le cap. Ils restèrent derrière, suivirent le virage. Le pilote allemand suivait les directives du contrôle au sol. La force principale du Bomber Command était encore à 20 minutes de la cible. Les chasseurs de nuit se positionnaient tôt, établissant des lignes de patrouille. Burbridge se rapprocha à 120 mètres. À travers le viseur, il pouvait voir clairement le Junkers maintenant. Des croix sombres sur le fuselage. Les tuyaux d'échappement de l'avion brillaient d'un rouge faible. Il plaça le viseur sur le moteur bâbord. Sa philosophie était restée constante depuis février. Viser les moteurs, pas le cockpit. Donner une chance à l'équipage. Skelton le savait, ne le remettait jamais en question. Ils en avaient discuté une fois. Tous deux étaient des chrétiens. Tous deux voulaient arrêter la machine à tuer, pas nécessairement tuer les hommes. Le Junkers maintenait le cap. Le doigt de Burbridge se déplaça vers la détente. Une rafale de 3 secondes. C'était le plan. Toucher le moteur, observer les résultats, ajuster si nécessaire. Puis la voix de Skelton vint dans l'interphone. Contact, nouveau contact. Distance, 3 km. Traversant de gauche à droite, direction similaire à la nôtre. Proche, trop proche. Un autre chasseur de nuit allemand chassant dans la même zone. Le ciel qui semblait vide quelques secondes plus tôt était soudainement encombré. Burbridge prit une décision en 2 secondes. Première cible d'abord. Il pressa la détente. 4 canons hispano tirèrent. Des obus traceurs filèrent vers le Junkers. La rafale dura 3 secondes, exactement comme prévu. Les obus déchirèrent le moteur bâbord. Le feu éclata immédiatement. Des flammes oranges jaillirent du moteur. Le Junkers vira brutalement à droite, piquant. Burbridge tira brusquement sur le manche pour éviter les débris. Skelton confirma la destruction à 19h06. Le Junkers disparut de la vue à 900 mètres, traînant des flammes. Ils ne le virent pas s'écraser au sol, mais les archives allemandes montrèrent plus tard qu'un Junkers 88G du Nachtjagdgeschwader s'était écrasé près de la zone de patrouille cette nuit-là. Le pilote s'était éjecté, l'opérateur radar et le mitrailleur tués. Pas le temps de regarder. Le deuxième contact de Skelton se rapprochait. Distance, 1,5 km maintenant. Burbridge vira au nord-ouest, cherchant. Le détecteur Serrat donnait la direction, mais le signal était faible, intermittent. Le pilote allemand utilisait peut-être le radar avec parcimonie. Conscience tactique. La Luftwaffe s'était adaptée depuis l'apparition du Serrat. Certains équipages volaient en silence jusqu'au dernier moment. D'autres coupaient entre les balayages. À 19h14, Skelton eut à nouveau un contact solide. 730 mètres droit devant. Même altitude. Burbridge augmenta légèrement la puissance. Le Merlin répondit. La vitesse augmenta à 520 km par heure. Le Mosquito gagnait sur la cible. En 3 minutes, confirmation visuelle. Un autre Junkers 88. Variante différente. Celui-ci montrait des antennes distinctes. L'antenne radar SN, 2 plus longue. Une production plus récente. L'avion volait droit et niveau. Pas d'action évasive. Aucune indication qu'il détectait la poursuite. Burbridge se positionna pour le tir.
180 mètres en arrière, légèrement en dessous, l'approche théorique. Skelton surveillait les écrans, pas de nouveaux contacts. Ils étaient seuls. Mais quelque chose semblait différent. Le Junkers se dirigeait vers l'aérodrome de Bonangelar. La base se trouvait à 25 km au sud de Cologne, station majeure de chasseurs de nuit, base du 2e Nachtjagdgeschwader 1. Plus de 40 chasseurs opéraient depuis ce terrain. S'ils s'approchaient, la situation changerait rapidement. Burbridge se rapprocha à 120 mètres. Il plaça le viseur sur le moteur tribord cette fois. La variation importait. La prévisibilité pouvait être fatale. Il tira. Une rafale de 3 secondes. 50 obus de chaque canon, 200 au total. Les obus martelèrent le moteur et la racine de l'aile. Le métal se déchira. Le carburant s'enflamma. L'aile tribord entière éclata en flammes. Le Junkers piqua violemment du nez, virant à gauche. Le pilote luttait pour le contrôle, mais la physique avait déjà décidé. Des explosions secondaires parcoururent le fuselage. À 19h17, l'avion se retourna complètement et piqua. Skelton le suivit jusqu'à l'impact, écrasé dans des terres agricoles à l'est de leur position. Aucun survivant. 2 chasseurs de nuit allemands détruits en 11 minutes. Burbridge avait utilisé environ 150 obus au total. Il en restait 550. La voix de Skelton revint dans le casque. Contacts multiples, distance variable, 5 à 8 km, directions différentes, tous convergent vers une zone, l'aérodrome de Bonangelar. Les Allemands se regroupaient, se préparant à intercepter le flux de bombardiers, et Burbridge volait droit vers eux. À 19h23, ils atteignirent la zone au sud-est de Cologne. En dessous, des lumières éparses marquaient l'aérodrome de Bonangelar. Skelton compta 6 contacts radars distincts dans un rayon de 5 km, tous en orbite. Les Allemands s'empilaient. Procédure standard. Les chasseurs de nuit tournaient autour d'un point désigné, attendant que le contrôle au sol les dirige vers les flux de bombardiers. La séparation en altitude les maintenait en sécurité. 150 mètres entre chaque avion. Burbridge réduisit la puissance, descendit à 4250 mètres. Le modèle orbital était clair maintenant. Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, diamètre d'environ 3 km. Il fit un choix qui aurait semblé insensé à la plupart des pilotes. Il rejoignit le circuit. Le Mosquito se glissa dans le circuit entre 2 contacts. Skelton surveillait l'espacement. À 450 mètres devant, un chasseur de nuit allemand. À 550 mètres derrière, un autre. Ils volaient en formation avec l'ennemi. Les Allemands n'avaient aucune référence visuelle. Aucun moyen de distinguer amis de faux dans l'obscurité absolue. Leurs radars regardaient vers l'extérieur pour les bombardiers, pas vers l'avion à côté d'eux. Pendant 90 secondes, ils orbitèrent avec les chasseurs. L'écran de Skelton montrait le schéma changeant alors que plus de chasseurs se joignaient. 7 contacts maintenant. 8. La Luftwaffe se massait pour l'interception. Quelque part à l'ouest, les flux de bombardiers de la RAF approchaient de leur point de virage. Dans 30 minutes, les chasseurs de nuit allemands se détacheraient et attaqueraient. À moins qu'ils n'atteignent jamais les bombardiers. Burbridge sélectionna le contact devant. La distance se réduisait lentement alors qu'il ajoutait un peu de puissance. Le schéma orbital signifiait qu'ils volaient tous à des vitesses similaires, 425 km par heure. Il devait se rapprocher sans alerter l'avion derrière lui, en douceur, graduellement. À 19h28, contact visuel, un Messerschmitt 110 bimoteur plus lourd que les variantes de Junkers. C'était un chasseur de nuit dédié, pas de bombes, que des canons. Le Bf 110 portait 4 canons tirant vers l'avant, 2 canons Schreg Music tirant vers le haut, un canon défensif arrière, équipage de 3. C'était l'intercepteur de nuit principal de la Luftwaffe depuis 1940. Les pilotes expérimentés le préféraient, plateforme de tir plus stable que le Junkers. Burbridge se rapprocha à 150 mètres. Le Messerschmitt maintenait sa position dans l'orbite. Espacement parfait, vol professionnel. Cet équipage savait ce qu'il faisait, ce qui le rendait dangereux. Il devait être éliminé avant qu'il n'atteigne le flux de bombardiers. À 120 mètres, il pouvait voir clairement l'avion à travers le viseur, les doubles poutres de queue, le nez vitré pour l'opérateur radar, les pots d'échappement brillants. Il visa le moteur bâbord.
tira. 3 secondes. Les canons martelèrent. Les obus traceurs filèrent vers l'avant. Impacts immédiats. Le moteur bâbord explosa. Une pulvérisation de carburant s'enflamma sur l'aile. Le Messerschmitt vira brutalement à gauche, quittant le circuit. Burbridge tira sur le manche et vira à droite, restant à l'écart de la formation. Le chasseur en flammes s'éloigna, tombant en spirale. Il s'écrasa à 19h30. Les archives allemandes confirment qu'un Bf-110 du 2/NJG-1 s'écrasa à Bonn-Engelard. Pilote tué, 2 membres d'équipage s'éjectèrent. 3 chasseurs de nuit allemands détruits en 27 minutes. Mais la formation était maintenant alertée. L'écran de Skelton montrait le circuit se brisant. Les avions se dispersaient. Le contrôle au sol transmettait des avertissements. Intrus dans la zone. Tous les chasseurs. Manœuvres évasives. L'élément de surprise était perdu. Et ils étaient toujours au-dessus du territoire ennemi avec des chasseurs hostiles tout autour. Un contact ne fuyait pas. Un contact se tournait vers eux. Skelton signala le contact. Distance, 1100 mètres, se rapprochant rapidement. Direction 090. Le pilote allemand avait vu l'explosion, vu la silhouette du Mosquito contre les flammes. Venait enquêter ou engager. La nuit, 1100 mètres, c'était une distance rapprochée. Trop proche. Burbridge vira brutalement vers le contact. Le Mosquito s'inclina à 60 degrés. Si l'Allemand s'attendait à ce qu'il fuit, cela le surprendrait. Le combat de nuit était une question de géométrie, d'angle, de taux de rapprochement, de gestion de l'énergie. Le pilote qui contrôlait la rencontre contrôlait le combat. À 730 mètres, Skelton eut un retour radar. Confirma le contact. Un Junkers 88, le 4e type ce soir, différent encore des autres. Possiblement une variante G, le modèle le plus récent, meilleur radar, plus de puissance de feu. Ces avions devenaient plus difficiles à surprendre. La Luftwaffe apprenait. À 550 mètres, les 2 avions convergeaient. Taux de rapprochement combiné. Plus de 740 km/h. Burbridge avait des secondes pour décider. Passe frontale ou rupture. Frontale signifiait une vulnérabilité mutuelle. Les 2 avions tirant, les 2 exposés. Mais rompre signifiait donner le contrôle à l'Allemand, le laisser dicter les conditions. Il maintint le cap. À 365 mètres, le Junker s'ouvrit le feu. Des obus traceurs passèrent près de l'aile bâbord du Mosquito. Proche, le mitrailleur allemand les avait en vue. Burbridge attendit. 275 mètres, 180 mètres. Le Junkers remplissait le viseur, il tira. 4 canons, rafale complète. 5 secondes, chaque obus restant dans un flux concentré. Le Junkers vacilla. Impact multiple sur le nez et le cockpit. La position vitrée du bombardier vola en éclats. Un moteur prit feu, puis l'autre. L'avion piqua brusquement, se retourna, tomba en flammes. Impact à 19h40. Les archives allemandes montrent qu'un Junkers 88G du 9/NJG s'écrasa près du Rhin. Tout l'équipage tué. 4 chasseurs de nuit allemands détruits en 37 minutes. Burbridge avait tiré 200 obus sur la 4e cible. Dépense totale pour la nuit. Environ 400 obus. Il en restait 300, mais ils étaient répartis sur 4 chargeurs. Pas assez pour un engagement soutenu. Skelton signala des écrans clairs. Pas de contacts immédiats. Les autres chasseurs allemands s'étaient dispersés après les avertissements. Certains atterrissaient, d'autres se repositionnaient. Le circuit orbital était brisé. Pour l'instant, la menace immédiate était réduite, mais l'état du carburant devenait critique. Ils étaient en vol depuis plus de 2 heures. Le Mosquito transportait assez pour environ 4 heures au total, mais opérer au-dessus de l'Allemagne nécessitait des réserves. Burbridge vira au nord-ouest, cap sur la maison. Derrière eux, 4 chasseurs de nuit allemands brûlaient sur le sol allemand. 4 équipages qui n'intercepteraient plus jamais un bombardier. 4 avions qui ne tueraient plus jamais un équipage de Lancaster. Les calculs étaient simples, brutaux, nécessaires. Alors qu'ils retraversaient la Belgique, Skelton prit des notes pour le rapport de combat. Heure, position, type d'avion, munitions utilisées. Il était 19h52. Il serait de retour à Swannington vers 21h si la météo tenait. Mais quelque chose dérangeait Skelton. Le détecteur montrait des retours intermittents derrière eux. Signaux faibles. Pourraient être alliés. Pourraient être ennemis.
À cette distance, plus de 3 kilomètres, l'identification était incertaine. Ils étaient épuisés, à court de munitions, rentrés chez eux. Le choix logique était de maintenir le cap, sortir de l'espace aérien ennemi, atterrir en sécurité, rapporter le succès. Mais le signal se renforçait. Distance inférieure à 3 kilomètres. Skelton affina la direction. Il les suivait, correspondant à leur changement de cap quand ils virèrent au nord-ouest. Soit une escorte amie extrêmement disciplinée, soit un chasseur de nuit allemand cherchant à se venger dans la nuit au-dessus du territoire occupé. Les suppositions tuaient. Burbridge réduisit l'altitude à 3650 mètres, descendit dans une couche nuageuse. Le Mosquito disparut dans l'obscurité grise. Aucune référence visuelle. Vol aux instruments. Si le contact utilisait un radar, les nuages ne fournissaient aucune protection. Mais s'il s'agissait d'une poursuite visuelle, il l'avait perdue. 3 minutes dans les nuages. Skelton surveillait ses écrans. Le contact faiblit. La distance augmenta. Qui que ce soit les avait perdus ou rompus. Ils remontèrent à 4000 mètres. Émergèrent dans l'air clair. Étoiles au-dessus, nuages épars en dessous. La côte néerlandaise était à 65 km de vent. À 20h08, ils franchirent la côte ennemie. Les batteries de DCA à Ijmuiden ouvrirent le feu. Mais le Mosquito était trop haut, trop rapide. Des éclatements noirs explosèrent en dessous d'eux. Ils étaient maintenant au-dessus de la mer du Nord. Territoire ami dans 20 minutes. Skelton fit une vérification des systèmes. Carburant, 900 litres, assez pour encore 1 heure si besoin. Hydraulique normale, moteurs normaux, pas de dégâts de l'engagement. Le Mosquito avait performé parfaitement. 4 cibles, 4 victoires, 0 impact reçu. L'avantage de la structure en bois était la vitesse et la maniabilité. Ils avaient utilisé les deux ce soir. Les mains de Burbridge étaient stables sur les commandes, mais son esprit traitait l'information. 4 chasseurs de nuit allemands en 37 minutes. La plupart des équipages obtenaient une victoire par tournée. Certains n'en avaient jamais. Ils en avaient détruit 4 en une seule sortie. Les implications étaient significatives pour l'escadron, pour le groupe, pour le Bomber Command. Mais ils connaissaient aussi le coup. 4 pilotes allemands morts, d'autres blessés, des familles qui recevraient des télégrammes. Il avait visé les moteurs quand c'était possible, mais le 4e engagement avait été différent. Frontal, pas le choix. La réalité de la guerre était inévitable. Arrêter la machine. Sauver les équipages de bombardiers. C'était la mission. À 20h21, la côte anglaise apparut devant. Le Norfolk. La RAF Swanington se trouvait à 25 km à l'intérieur des terres. Ils étaient en vol depuis 2h50. Skelton appela la tour. « Mosquito de retour. 4 victoires revendiquées. Permission d'atterrir. » La voix du contrôleur revint immédiatement. « Autorisation d'approche directe. Piste 27. Vent léger. Météo clair. » Les lumières de l'aérodrome apparurent à 20h28. Burbridge entra dans le circuit. Réduisit la puissance. Sortit les volets. Train d'atterrissage baissé. 3 feux verts confirmèrent. Le Mosquito se posa sur la piste à 20h32. Atterrissage en douceur. Ils roulèrent, tournèrent sur la voie de circulation, se dirigèrent vers la zone de dispersion. L'équipe au sol attendait, toujours en attente. Ils comptaient les avions au départ, les recomptaient au retour. Ce soir, un Mosquito revenait avec une nouvelle extraordinaire. Le chef d'équipe s'approcha alors que les moteurs s'arrêtaient. 4 victoires! Le mot se répandit immédiatement parmi le personnel au sol. 4 en une nuit. Personne n'avait fait cela. Burbridge et Skelton descendirent, remplirent les rapports de combat initiaux, heure, position, type d'avion, munitions utilisées. L'officier du renseignement les interrogerait complètement demain, obtiendrait des comptes rendus détaillés, les corrèlerait avec les archives allemandes éventuellement. Mais ce soir, les revendications préliminaires tenaient. Un BF-110 détruit, 3 JU-88 détruits. D'autres Mosquitos du 100e groupe avaient marqué cette nuit. 3 BF-110 au total revendiqués à travers tous les escadrons. Mais le tableau de Burbridge et Skelton était sans précédent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette mission unique allait tout changer.
Au 5 novembre, la nouvelle atteignit le quartier général du Bomber Command. l'Air Chief Marshal Arthur Harris examina personnellement le rapport. 4 victoires confirmées, un seul équipage, une seule sortie, moyenne de 200 obus par victoire. L'efficacité était remarquable. Plus important, la tactique fonctionnait. Les Mosquitos équipés de Serrat pouvaient chasser les chasseurs de nuit allemands dans leur propre espace aérien, perturber leurs opérations avant qu'ils n'atteignent les flux de bombardiers. En une semaine, le 100e groupe révisa les protocoles d'entraînement. Burbridge et Skelton furent invités à informer d'autres équipages, expliquer la technique, comment rejoindre les formations ennemies sans être détectés, quand engager, comment gérer les munitions. L'infiltration des circuits orbitaux devint une doctrine. D'autres escadrons l'implémentèrent immédiatement. L'impact se vit dans les statistiques de novembre. Le Bomber Command perdit 152 avions ce mois-là, contre 217 en octobre. L'efficacité des chasseurs de nuit allemands diminua de 28%. Le 100e groupe revendiqua 63 avions ennemis détruits. Burbridge et Skelton en étaient responsables pour 7. Leur total s'éleva à 17 à la fin du mois. Les Allemands le remarquèrent. Le haut commandement de la Luftwaffe émit de nouvelles directives. Les chasseurs de nuit reçurent l'ordre de réduire l'utilisation du radar au minimum. Certains équipages refusèrent, sachant que cela signifiait voler à l'aveugle. D'autres obéirent et leurs taux de destruction chutèrent. Le système Serrat avait créé un dilemme tactique. Utiliser le radar et risquer la détection. Ne pas utiliser le radar et manquer complètement les bombardiers. En décembre, le phénomène avait un nom. Mosquito Schreck, la terreur mosquito. Les pilotes de chasseurs de nuit allemands rapportèrent une peur constante pendant les approches d'atterrissage, le moment le plus vulnérable. Train baissé, volet sorti, lent, bas, aucune manœuvrabilité. Les mosquitos intrus orbiteraient autour des aérodromes pendant des heures, attendant. Quand les chasseurs allemands rentraient épuisés après les missions, les chasseurs frappaient. Burbridge et Skelton poursuivirent les opérations jusqu'en décembre. Le 12, ils détruisirent un Bf-110 et un Ju-88 près d'Essen. Le 23 décembre, un autre Bf-110 près de Koblenz. Leur total de victoires atteignit 20 à la fin de l'année, une de plus que le groupe Captain John Cat's Eyes Cunningham, l'as légendaire de la chasse de nuit, l'ancien commandant d'escadron de Burbridge. Le 2 janvier 1945, mission finale. Au sud-ouest de Ludwigshafen, le Bomber Command attaquait des raffineries de pétrole. Burbridge et Skelton volaient en escorte. À 22h15, Skelton eut un contact, 6,5 km se rapprochant. Confirmation visuelle, un Ju-88, approche standard, 120 mètres, rafale de 3 secondes. Le moteur bâbord prit feu, l'avion s'écrasa, tout l'équipage tué, victoire numéro 21, le partenariat de chasse de nuit britannique et du Commonwealth le plus performant de la guerre, surpassant le record de Cunningham. L'Air Vice-Marshal Addison, commandant du 100e groupe, envoya ses félicitations personnelles. Ordre du service distingué, avec une barrette pour les 2 hommes. Mais la véritable réalisation n'était pas les médailles, ni le record, c'était les mathématiques. 21 chasseurs de nuit allemands détruits signifiait 21 équipages qui n'atteignirent jamais les flux de bombardiers. Chaque chasseur de nuit allemand détruisait en moyenne 6 bombardiers par an. Multiplication simple, Burbridge et Skelton sauvèrent environ 126 équipages de bombardiers, 1260 vies de la RAF. Le chasseur invisible était devenu visible, et les Allemands le croyaient parce que la preuve brûlait dans leurs cieux chaque nuit. Mars 1945, Burbridge quitta le 85e escadron, affecté à la Night Fighter Leader School comme commandant. La guerre en Europe avait encore 2 mois, mais sa tournée de combat était terminée. Skelton resta brièvement avec l'escadron avant sa propre affectation. Leur partenariat avait duré 13 mois, 21 victoires, 0 pertes. Après la capitulation de l'Allemagne, les 2 hommes prirent des décisions identiques. Ils quittèrent la RAF, étudièrent la théologie. Burbridge alla à Oxford, d'abord un diplôme d'histoire, puis théologie. Skelton choisit Cambridge, Trinity Hall. Tous 2 se sentaient appelés au ministère.
La guerre leur avait montré la mort. Maintenant, ils voulaient montrer la vie aux gens. Burbridge rejoignit l'Union biblique en 1948, ministère auprès des jeunes. Il passa des décennies à travailler avec des étudiants, des programmes de vacances, des cours, ne parlait guère de la guerre. Quand on le pressait, il disait une chose. Je visais les moteurs, pas les cockpits. Je voulais arrêter la machine, pas tuer les hommes. Son livre de vol resta dans un tiroir, ses médailles dans une boîte. Skelton fut ordonné prêtre anglican, devint aumônier au Clare College de Cambridge, plus tard recteur de Market Harborough. Son service de guerre apparaissait rarement dans ses sermons. Il se concentrait sur la réconciliation, le pardon, les choses qui comptaient après la fin des combats. Le 100e groupe fut dissous le 17 décembre 1945, 7 mois après la victoire en Europe. Les tactiques de guerre électronique développées par le groupe devinrent une doctrine standard. Les forces aériennes d'après-guerre dans le monde adoptèrent les principes du CERAT. Détection radar, contre-mesures électroniques. La chasse invisible avait changé à jamais le fonctionnement de la chasse de nuit. Le Mosquito servit jusqu'en 1951 dans la RAF, plus longtemps dans d'autres forces aériennes. Mais l'héritage de l'avion n'était pas sa longévité, c'était sa polyvalence. Bombardier, chasseur, reconnaissance, intrus. Une seule cellule, des rôles multiples. Construction en bois qui surpassait les concurrents en métal. Le pari de Havilland sur un bombardier rapide non armé évolua en l'un des avions les plus efficaces de la guerre. Burbridge et Skelton restèrent des amis proches jusqu'à la mort de Skelton en 2003. Ils se rencontraient occasionnellement, parlaient de théologie, de famille, rarement du 4 novembre 1944. Cette nuit appartenait désormais à l'histoire, à la RAF, aux 1260 membres d'équipage de bombardiers qui rentrèrent chez eux parce que 21 chasseurs de nuit allemands ne le firent pas. Brands Burbridge mourut le 1er novembre 2016, à 95 ans. À ce moment-là, ses médailles avaient été vendues pour payer des soins. Sa famille avait besoin d'argent. La nation était passée à autre chose. Mais le record resta. 21 victoires. L'as de la chasse de nuit britannique le plus performant. Le chasseur invisible que les Allemands ne pouvaient pas croire exister jusqu'à ce que la preuve brûle dans leurs cieux.